Bonjour Alexandre Madia. Bonjour. Bienvenue dans la grande interview de la Provence. 3 étoiles cette année pour votre restaurant AM rue Roca à Marseille. Une ascension fulgurante pour un établissement ouvert en 2014. Vous avez eu la première étoile dès 2015, la deuxième en 2019. Votre cuisine surprend au début, séduit ensuite et puis devient inoubliable. Dans la succession de petits plats de vos menus, il y a un mélange d'épices d'Afrique, de Méditerranée. Vous avez notamment un talent unique pour lier des saveurs que tout semble opposer. Framboise, harissa, chocolat, anguille fumée, on va en reparler. Vous faites partie de ces chefs qui font depuis quelques années de Marseille une ville où on vient aussi pour bien manger. Et donc à quelques jours de la réouverture des restaurants, pour vous ce sera le 9 juin, nous voulions tout d'abord avec Olga Bibiloni qui est avec nous, savoir comment vous avez traversé cette crise sanitaire. Oui, Alexandre, c'est la première question que j'ai envie de vous poser. Être fermé aussi longtemps, comment on vit, comment on traverse cette période? Et ensuite, vous allez m'expliquer, si vous le voulez bien, comment on se remet en marche. Comment on remet en marche un restaurant, une équipe, soi-même, dans quel état d'esprit on est pour réattaquer la vie normale d'un restaurateur? Oui, tout à fait. Déjà c'est grâce à mes équipes. Déjà, moi, j'ai pris la position d'avoir tout le monde à mes côtés pour garder ce lien et garder cette force collective qui nous a réussi jusqu'à maintenant, si j'ose dire. Avec ce food truck, avec ce camion. Donc ce food truck a été vraiment important dans le sens où de garder la tête hors de l'eau, d'éviter cette porosité parfois qui peut être ambiante et de se dire, de garder une activité ensemble. Donc c'est vrai, il y a eu un protocole assez lourd là-dessus parce que ce n'est pas forcément évident non plus. Après, il y a eu des différents confinements qui se sont passés avec les différentes mesures sanitaires qui ont été prévues. Donc du coup, il a fallu toujours se réajuster, dirais-je, mais ça nous a été très salutaire dans l'esprit, dans la réactivité. Rappelez-vous, au début, le second confinement, à un moment donné, personne ne pouvait sortir, les gens ne pouvaient pas prendre le camion de manière à manger devant, donc il fallait faire des choses à emporter. Donc là, il a fallu réajuster aussi. Les gens voulaient des menus du restaurant à emporter, ce qu'on n'a jamais fait, donc il fallait s'adapter, surtout sur les entrées, plats, desserts, chose que l'on ne fait jamais. Il a fallu s'adapter. Donc ça a permis aussi à mes collaborateurs aussi de prendre les choses d'une manière très ludique, apporter des idées aussi. Ce qui ne se fait pas naturellement au sein du restaurant. Donc, des talents se sont révélés, comme Clément. À toute chose, malheur est bon, mais quand même, ce premier confinement, il y a un an, du jour au lendemain, vous fermez. Ouais, c'est ça. Le restaurant, c'est votre vie, c'est évidemment la cuisine, c'est votre passion. Ouais. Vous êtes obligé de rester chez vous. Comment vous le vivez? Comment vous vivez ces jours-là, au mois de mars de l'année dernière? Il y avait une grande détresse peut-être, non? Disons une grosse inquiétude. Déjà, moi, j'avais même peur de sortir les premières semaines. Et puis après, c'est vrai qu'après, j'ai eu, en commençant à prendre, au début, c'est un long week-end où vous rigolez, vous faites un long week-end et vous faites les apéritifs. Puis après, vous apercevez que c'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai eu même peur au début du restaurant pour aller au restaurant. Parce qu'au début, on ne savait pas à quelle sauce on était mangé avec ce virus. Donc c'est vrai que là, on a pris conscience des choses et puis on ne pouvait pas rester comme ça. Donc du coup, le fait d'aller au restaurant, de pouvoir aller au restaurant, je crois que j'ai dû compter les assiettes ou nettoyer même le restaurant pratiquement tous les jours. Et c'est vrai que là, après, ça vous fait du bien? Oui, ça faisait du bien d'être au restaurant. Vous vous retrouvez là, c'est bizarre, le restaurant est éteint. Passé à la serpillière. Après, j'ai eu la chance d'avoir Pascal qui est venu me rejoindre à mes côtés, Marco qui a toujours été là. Et puis, on a commencé à faire des cagettes pour nos producteurs, nos maraîchers. Après, on a fait entre les deux, c'est-à-dire entre les cagettes et les plats préparés. Alors justement, les cagettes, c'est intéressant que vous en parliez parce que c'était aussi une façon d'aider vos fournisseurs. On sait à quel point vous êtes attachés à vos fournisseurs. Et c'était une façon de faire vivre leurs produits, de les aider financièrement aussi? Aussi, il y en avait beaucoup qui justement n'avaient plus le fait de pouvoir, entre guillemets, proposer leurs produits, de déboucher. Donc c'est vrai, ça l'a été aussi. Mais franchement, c'est plutôt eux qui nous ont aidés. Psychologiquement, de voir des bonnes bouilles comme Jean-Baptiste Enfonceau, de voir mes pêcheurs, Fabien arriver, heureux de nous passer ces modestes rougets. C'est surtout eux. L'aspect pécunier, n'existe pas. Là. Dans ces moments-là, le lien humain est beaucoup plus fort. Alors je sais que c'est dur de dire ça aujourd'hui, mais parce que nous aussi, comme tout le monde, on a été imputés gravement avec ce confinement. Donc économiquement, vous avez traversé la période comment? Comment vous êtes aujourd'hui en termes financiers? Économiquement, ça a été très difficile. On a réussi, évidemment, il y a par l'intermédiaire du PGE et par l'intermédiaire des mesures de l'État qui n'ont pas été forcément
toutes négatives, heureusement, elles ont été là. Moi, quand je vois des amis chefs espagnols, des amis chefs italiens, eux, carrément, certains ont dû mettre la clé sur la porte, ont changé de maison. Nous avons la chance en France d'avoir eu ces aides, même si on n'est pas assez jamais satisfait, je dirais, mais moi je le mesure totalement, en tout cas, pour mes équipes et puis pour mon établissement. Nous, on a réussi par l'intermédiaire du PGE à maintenir l'activité. On est des gens, on va dire, très pragmatiques, donc on fait très attention. Donc on a réussi à traverser, entre guillemets, cette crise et puis se préparer pour la réouverture. Alors ça, justement, cette réouverture, ce sera le 9 juin en ce qui vous concerne. Ouais, bien sûr. Comment vous vous préparez ? Comment vous remettez la machine en marche ? Comme on l'a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il y a juste je dirais un parallèle entre le sport de haut niveau et ce que l'on propose. Il est important de se dire, voilà, préparer les gens psychologiquement à rebondir, à se préparer. Nous, on l'a toujours fait pendant cette période. C'est-à-dire que nous, tous les jeudis, on réalisait notre plus grand menu par séquence pour s'entraîner. C'est-à-dire que ça, c'était important de garder ne serait-ce que les assaisonnements, de garder la minutie, la précision, de pouvoir se dire aussi, on revoit nos paysages, parce que des fois, voilà, c'était important pour nous. Et puis là, maintenant, on est en phase de préparation. Cet après-midi, on a toute une séance de préparation de savoir qu'est-ce que l'on va faire, qu'est-ce que l'on a mis en place, qu'on a créé, qui va être salutaire aussi pour nous. Nous, toute la vaisselle change continuellement. On est toujours en mouvement perpétuel. Donc là, évidemment, l'art de la table a déjà rechangé. On a la chance que l'art de la table, qui aurait dû changer 3 fois. Donc du coup, on va avoir des supports. On va dire nos potiers, nos céramistes sont heureux de nous retrouver. On a travaillé pendant cette période. Et puis là, voilà, j'allais dire que tout le monde a hâte de reprendre, mais pas forcément hâte dans la précipitation. Moi, on va avoir des soft openings, on va se préparer de la même manière qu'on s'est préparé pendant tous ces jeudis, voire aussi des fois 2 fois par semaine. Donc là, le 30, tout le monde rentre. Là, on prépare évidemment tout l'aspect, je dirais, organisation et logistique. Ouais. Tout le monde est sur place, chaque mois, c'est ce qu'il a à faire. On prépare les postes. Toutes les préparations vont être vues ensemble. C'est un peu un système un peu à l'espagnol où voilà, on remet toutes les recettes de tout le monde en place, mais tous ensemble. C'est-à-dire que tout le monde pourra voir vraiment ce qui se passe. Un travail collectif. Toujours. Est-ce qu'à la manière des artistes, Alexandre, vous ressentez une sorte de trac à retrouver le restaurant en grandeur réelle et le public ? Alors, figurez-vous, c'est marrant, vous me posez cette question. L'autre soir, c'était pas très longtemps, il y a ma femme qui me dit, mais ça va et tout, et je repensais moi aux annonces. Vous savez, comme vous avez l'habitude d'annoncer, on annonce 4 sticks, après chez nous on a un langage un peu particulier, on a un vocabulaire qui nous est propre. Présentation des plats, ouais, c'est ça, et puis surtout, comment on les réclame, comment on les tourne, parce que chez nous on n'a pas de bons, il n'y a pas de bons, tous les bons sont dans ma tête, c'est tout à la chaque voix. Client tout à la voix, donc c'est très important, donc ça demande une concentration. Et j'ai dit, écoutez, j'étais un peu inquiet là-dessus pour savoir est-ce que je vais pouvoir me rappeler de ces automatismes-là, parce que cette anticipation. Et heureusement, je pense que ma fille et ma femme m'ont prêté main forte, c'est-à-dire que j'ai simulé on va dire un service pour me remémorer à chaque fois les mots techniques, mais surtout aussi la concentration sur la demande. Mais on va le faire petit à petit, je pense que aussi bien que pour eux que pour moi, il y a un redémarrage et puis oui, il y a quelques appréhensions normales. Mais ça, c'est ce qui fait la part belle, je dirais, mais pas la peur, je dirais, pas la mauvaise peur. La bonne peur, la peur peut-être de manque de mal faire, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de mieux que l'on faisait avant. Qu'est-ce qu'on peut améliorer encore ? Toujours. Même là, le fait d'être ouvert du mercredi au samedi, d'avoir ce mardi de repos en plus, dimanche, lundi, mardi en plus, va être quelque chose de très important dans la démarche et aussi dans le repos et dans le salut de tout le monde pour pouvoir être plus fort encore dans cette réouverture. Allez, parlons un peu de cette 3e étoile. Oui, voilà, c'est une année particulière parce que non seulement, comme les autres, vous avez traversé cette crise, mais vous avez reçu ce cadeau. Vous êtes rentré dans le tout petit club des 3 étoiles. Ouais. Quelle responsabilité ça donne ? Comment ça impose et quel plaisir c'est ? Quel mélange cela produit dans la tête d'un chef comme vous ? Chef, un artiste, un artisan, comme vous voudrez, mais comment vous vivez ça ? Comment vous l'avez vécu ? Je pense qu'au départ, on le vit,
c'est à peine croyable. Au départ, en plus, ils ont tout mis un protocole assez audacieux, dirais-je, pour garder la surprise, qui a été faite à la Tour Eiffel. Non, cette 3e étoile, déjà, moi je ne suis pas un chef 3 étoiles, hein, nous sommes un restaurant 3 étoiles, déjà c'est différent. La réussite, elle va aussi bien c'est toute on va dire, une colonne vertébrale entre le territoire, les maraîchers, les producteurs, les gens qui nous accompagnent au quotidien. C'est aussi bien les 3 étoiles à Marco, à Fid, Pascal, Jean-Philippe, Emma, Clément, Alexis, Lucas, Antoine, Abdou. Et je pense que tout ça fait que c'est surtout la victoire d'une force collective. Quand je dis victoire, c'est aujourd'hui, c'est comme ça que les gens le perçoivent. Moi, je ne m'en rends pas trop compte, parce que figurez-vous que pour l'instant, les restaurants sont fermés. Donc, après, le regard des gens a changé. Ça, j'ai bien compris que le regard des gens a changé. Mais c'est surtout une fierté, au départ, une fierté de se dire qu'avec l'abnégation, avec une insatiable curiosité, en étant simplement soi-même, vous pouvez aujourd'hui décrocher l'inimaginable. Et c'est ce qui s'est passé depuis ces nombreuses années, avec ces nombreux titres, avec ces nombreuses... voilà. Moi, après, j'ai pas vraiment de... J'ai pas plus de pression que ça. Les gens souvent me posent des questions en disant voilà, il va falloir la garder. Mais je dis mais non, il va falloir l'arroser. Moi, tous les jours, je laboure ma cuisine. Donc, si vous voulez, j'ai pas d'inquiétude. Moi, mon rôle, il est de faire en sorte que tout le monde, toute l'équipe, soit dans les meilleures conditions possibles pour retrouver le niveau qu'on avait lorsqu'on l'a fermé. Et puis après, on va continuer à faire ce que l'on sait faire. C'est-à-dire qu'on va pas changer, on va rien changer du tout. Mis à part, peut-être, on va être encore plus frais et on a encore plus envie de faire plaisir. C'est ça. Alors, vous dites justement que le regard a changé. Et ce regard qui change, ça apporte un changement aussi dans l'hyper-médiatisation. C'est vrai qu'on vous a vu partout. Vous avez proposé des épreuves dans Top Chef. C'est des choses qui marquent le public, qui marquent les gens, même ceux qui ne sont jamais venus manger chez vous. Comment vous gérez ça? Parce que vous êtes quand même d'un naturel plutôt timide. Vous n'êtes pas quelqu'un qui aime s'exposer particulièrement. Non, pas du tout, même, dirais-je. Je le fais parce que ça fait partie, je dirais, ça fait partie intégrante maintenant de l'image du restaurant. Moi, c'est essentiel. Et puis, je fais que des choses qui me plaisent. J'ai la chance de pouvoir choisir. C'est-à-dire que, comme vous disiez, l'émission Top Chef, on l'avait faite déjà l'année dernière, donc ils m'ont ressollicité, c'était sympa. Et de pouvoir voir des candidats, et puis il y avait il y a des vrais professionnels derrière, et puis il y a une compétition, mais une saine compétition. C'est pas les uns contre les autres, c'est une compétition contre soi-même. Donc c'était agréable d'y participer. Et puis après, j'allais vous dire que voilà, les autres façons qu'on nous a de nous mettre en avant, on est à la fois heureux, mais à la fois aussi gêné, parce que des fois on ne comprend pas trop, mais comme vous le dites, nous on fait les choses de manière naturelle, sincère, on ne se prend pas la tête du tout, voilà, on fait les choses comme on les entend, mais on fait les choses qui ne vont pas empiéter sur notre terrain de jeu. C'est-à-dire que, voilà, comme à notre habitude, je ne suis pas là, le restaurant est fermé, on va pas, si on prend un engagement auprès de quelque chose, on est obligé de fermer le restaurant, donc ça impute aussi... Vous êtes toujours là quand le restaurant est ouvert? Toujours, c'est essentiel. Alors justement, parlons un peu du restaurant, parce qu'il y a des chanceux qui ont eu la chance déjà de déjeuner ou de dîner chez vous. Il y en a peut-être beaucoup d'autres qui vont venir, et puis on a envie de savoir ce que vous faites. Évidemment, petit restaurant, 26 couverts, une salle avec une décoration très sobre. L'objectif, c'était de valoriser l'assiette, et uniquement l'assiette. C'était ça l'objectif de départ? Ah oui, bien sûr. Pas de vue, pas de terrasse, pas de, alors, vous avez pas vu, de décorum. Voilà, on est dans la sobriété absolue. On n'a pas de vue mer. Récemment, le New York Times était venu et m'a dit, mais il n'y a que ce salle-là? Je dis oui, bienvenue. Voilà, c'est ça, les gens cherchaient notre salle peut-être. Non, c'est marrant. Non, la vraie volonté, c'est simplement voilà, de raconter sa propre histoire. C'est quelque chose d'assez singulier, d'être entouré avec des personnes passionnées qui m'accompagnent et il y a un projet, il y a un chef, il y a une identité, et je pense que tout le monde est heureux d'y participer. Simplement ça. Nous, on fait ce que l'on est, on fait ce que l'on pense être bon pour. Il y a cette succession de petites portions bien sûr. Qui arrivent dans ce menu à l'aveugle. C'était pourquoi? Pour que les clients goûtent à tout, finalement.
Je pense que cette générosité, des fois, on ne sait pas s'arrêter. Je pense que tous les chefs ou tous les cuisiniers, je dirais plutôt, ont cette générosité à toujours en faire plus. Non, nous, la cuisine s'est peaufinée au fil du temps, au fil des années. Là, elle s'est multipliée, elle est devenue, on a affiné le trait, mais tout en l'appuyant. On a la torréfaction, les épices et le piment en font vraiment sens. On a cette colonne vertébrale un petit peu, je dirais, qui m'est propre, presque africaine. Vous êtes né à Pointe-Noire, au Congo, donc 15 ans au Congo. Voilà, donc du coup tout ça ressort maintenant aujourd'hui. Mais c'est vrai que la volonté, c'est l'assiette, rien que l'assiette, ouais, bien sûr. Et puis je pense qu'aujourd'hui, c'est même plus ça. Vous savez, c'est que le moment il faut que le moment devienne agréable. Ce qu'on se souvient en fait, c'est pas forcément. Peut-être d'autres vont dire, comme Mauro se rappelle d'un plat quand il est venu manger en 2014, mais je dirais, c'est surtout c'est le moment partagé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment partagé que vous aurez vécu. C'est pas forcément, évidemment, la cuisine est importante, mais c'est ce moment-là, tous ensemble, qu'on aura essayé de faire vivre à nos gourmets, nos gourmands, qui nous comptent beaucoup. Ouais. Et en même temps, cette succession de petits plats dont parlait Nicolas, il y a une dramaturgie. On sent monter, moi j'ai le souvenir de puissance qui se construisait comme ça au fil du menu. Cette dramaturgie, vous la construisez comment ? Des fois, elle n'est pas volontaire. Des fois, elle se fait de manière parce qu'on pense que justement une passerelle de quelque chose de aqueux et pimenté va rebondir sur quelque chose de laiteux. Le côté laiteux, après, va pouvoir être étiré par quelque chose de froid, mais froid par la texture, mais chaud justement par sa profondeur. Par exemple, on peut dire une glace au piment, par exemple. Donc, c'est vrai que tout ça compose, et puis petit à petit, on donne un sens à ce que l'on fait. Je ne sais pas, des fois, c'est un peu inexplicable. Et on donne, et on donne dans ces séquences, enfin, dans ces fréquences, avec ces différentes séquences, vous avez justement, comme vous le disiez, une montée en puissance, puis parfois on redescend pour peut-être pour rassurer, et puis après on rebondit, comme vous le disiez tout à l'heure, avec cette framboise harissa qui... Comment on arrive à se dire qu'on va mélanger la framboise et la harissa? Tout le monde nous en parle, évidemment. Bien sûr, non, après, vous savez, elle m'accompagne depuis pas mal d'années maintenant, celle-là a plus de 12 ans, donc les gens la découvrent en plus, et puis aujourd'hui, oui, elle fait beaucoup parler, mais non, je pense que c'est tout un ensemble de créations qui sont là, qui sont vraiment très personnelles et qui m'animent. Je ne saurais l'expliquer. Là, on a hâte d'ouvrir pour faire. Voilà, on est en train de travailler sur une soupe de moule au sarrasin avec très condimentée, étirée avec entre la brioche et je dirais entre la brioche et le beignet, avec une sardine maturée depuis plus de 10 mois, bergamote. Voilà, donc vous avez cette profondeur marine, légère, mais cette salinité naturelle qui est là. L'agrume qui va apporter ce côté eucalyptus, mais du coup qui va faire ressortir le côté de la sardine, mais pas le côté écrasant, le côté léger. Donc voilà, moi c'est ce qui m'anime et c'est ce que j'essaye de faire passer. Alors, vous dites que vous n'avez pas expliqué, vous l'expliquez très bien. Parlons un peu de Marseille, peut-être, parce que vous êtes à Marseille, vous restez à Marseille. Oui, bien sûr. Vous avez passé beaucoup d'années en Provence, vous avez beaucoup joué au basket, à Avignon, à Marseille notamment. Mais pourquoi Marseille? On peut imaginer, Olga, qu'on a dû faire beaucoup de propositions, qu'on a dû vous faire beaucoup de propositions, Alexandre, d'aller à Paris ou dans d'autres grandes villes. Pourquoi Marseille? Pourquoi rester à Marseille? Pourquoi Marseille? Parce que déjà, j'ai rencontré ma femme, donc déjà, je pense que c'est un bon argument. C'est une très bonne explication. Et puis, moi, Steville, elle me porte, moi, par sa luminosité, par cette réverbération, par ce côté joyeux, par ces gens chantants, parce qu'on se sent... Il y a un peu d'Afrique, vous savez. Moi, je pense que la mer, elle a guidé mon âme. Donc, je pense qu'elle a toujours été présente. Elle est toujours là. Moi, j'ai besoin de voir la mer. C'est inévitable. Votre grand-père était pêcheur. C'est ça, mon grand-père était pêcheur sur l'île de Ré. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui m'appellent. Et puis, à la fois, elle est compliquée, mais aussi, elle est très simple. Tout dépend de quelle manière on la prend. Pour moi, c'est une ville très simple. Et puis, il y a ses odeurs. Elle chante aussi. Il y a quelque chose qui chante.
et puis qui fait que je me sens bien et qui fait que je me sens pratiquement chez moi. On est à la fois partout et nulle part à Marseille. Vous pouvez très bien aller au Goutte, vous pouvez être en Sicile, en Italie ou en Grèce. Vous repartez du côté de l'Estac, c'est assez fou. Vous pouvez très bien vous imaginer à des endroits être sur la Côte d'Azur ou être en bas de l'Italie. Enfin voilà, pour moi, j'aime cette large de territoire qui m'anime et qui à la fois égaye ma créativité, mais à la fois repose mon âme. Vous ne tenterez pas une aventure parisienne comme d'autres grands chefs ont pu la tenter? Olga, je ne suis pas un urbain, je ne le saurais jamais, même si je le suis là aujourd'hui, on ne peut jamais dire jamais. Mais encore l'année dernière, on m'a proposé de remonter à Paris, de faire des choses à Paris. Je ne sais pas trop me dupliquer, dirais-je, je ne sais pas faire. Ou alors j'ai besoin de contrôler un peu les choses et de savoir où je mets les pieds. Je prends le temps de réfléchir. J'ai plein de projets qu'on m'a demandé, mais j'ai préféré refuser pour rester à la fois courtois et élégant. Je ne peux pas me lancer dans des projets juste pour des questions pécuniaires, des choses comme ça. Je pense que toutes les choses se mesurent, se réfléchissent, si on veut bien les faire. Puis si on veut durer, vous savez, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un terrain de jeu, comme vous disiez, moi la cuisine c'est ma vie. Donc j'ai la chance d'avoir ce terrain qui est là et qui m'appartient, de A à Z, où je puisse m'exprimer. Et ça, je pense que ça vaut tout l'or du monde. Donc je ne veux surtout pas le bafouer ou le tranquer. C'est là où je peux m'exprimer. Sans lui, je suis malheureux. Et je pense que le fait d'avoir cette liberté créative et intellectuelle de pouvoir s'exprimer comme ça n'a pas de prix, quoi. Donc il faut savoir le choyer. Et donc rester à Marseille. Marseille qui devient d'ailleurs une place forte de la gastronomie, grâce à vous et grâce à d'autres. Ouais, bien sûr. L'offre gastronomique de la ville progresse. Ce n'est plus uniquement les pieds paquets, la bouillabaisse et la pizza, comme c'était le cas il y a peut-être 20, 30 ou 40 ans. Voilà comment est-ce que vous voyez tout ça, cette vitrine marseillaise. Elle est belle, hein. Vous avez des femmes aussi formidables, hein, Laetitia Wyss, vous avez aussi Colline Folquet qui a eu sa première étoile, Georges Naviou qu'on connaît mais qui va retrouver quelque chose à Nîmes. Je pense que des jeunes comme lauréats, je pense qu'il y a vraiment un réservoir où les gens, au début, beaucoup de ces personnes-là sont venues me voir au restaurant et m'ont dit « mais pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ça ?» Je dis « viens, tu vas voir ». Viens, tu vas voir. Moi, on a la chance aujourd'hui, tous les 4 mains qu'on a fait, ou tous les brunchs volants qu'on a fait, tous les chefs qui sont venus m'ont dit, mais c'est extraordinaire. Cette ville, elle est extraordinaire. Vous avez le sentiment que des verrous ont sauté? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Puis les gens avaient toujours un a priori ou quelque chose comme ça. Je pense, ne connaissaient pas Marseille, ou avaient que des clichés. Et là, aujourd'hui, se rend compte que cette ville est à la fois merveilleuse. Mais je pense que Marseille sera bientôt la nouvelle Barcelone. Je pense que, voilà, au niveau culinaire, ces offres, on va dire très transversales. Vous pourrez très bien manger vous allez boire un café chez Deep. Je veux dire, il y a vraiment des gens passionnés qui ont à cœur de faire leur job, je dirais, de manière vraiment intègre. Et ça, c'est merveilleux. Et puis en plus, avec ce soleil, c'est fantastique. Comment vous vous situez par rapport justement aux générations plus jeunes, à la transmission? Est-ce que c'est important pour vous de préparer des passages de relais, de former, d'anticiper un peu de nouveaux talents? Bien sûr, bien sûr. Moi, on me demande souvent maintenant, on me demande est-ce que je ne connais pas quelqu'un, est-ce qu'on me propose, on me demande souvent est-ce que tu connais un nouveau chef, un nouvel artisan, on me demande souvent, où est-ce qu'on peut trouver un bon chocolat, où est-ce que, voilà, on me demande souvent. Beaucoup de personnes me demandent, donc évidemment, large choix, hein, avec ces joailliers de notre territoire, que ce soit Sylvain ou Clément. Je dirais, ce qui est important, ça pour moi c'est important parce que on n'est pas seul, au contraire, on a toute cette alchimie. Mais oui, pour les jeunes, beaucoup de jeunes viennent me voir et me demandent des conseils pour s'installer parce que là, moi, je me suis installé seul en 2014 et ça n'a pas toujours été simple. Les rencontres aussi humaines ont parfois eu certaines difficultés, mais ce qui est le plus important, c'est de réussir à faire ce que l'on aime. Donc, comme je dis, quand on a la volonté, on peut le faire. Mais de pouvoir justement échanger, de pouvoir donner un petit peu
des fois des conseils, on me le demande souvent. Hein. Et vous avez le temps d'aller un peu au restaurant à Marseille quand c'est ouvert, et vous avez des spots favoris à nous conseiller donc. Figurez-vous que je suis un très mauvais client. Moi, je prêche, je veux dire sincèrement, je prêche pour tout le monde parce que souvent nos clients, vous savez, nous demandent par mailing où est-ce qu'on peut manger la veille ou le lendemain, etc. Et tout. Donc moi, je balance entre guillemets tout le monde. Ah ouais, non mais je suis voilà en disant si vous n'avez pas ça, si vous préférez. Voilà. Non, moi je dirais, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas pour certains, moi je suis un inconditionnel des Goudes. Voilà, donc j'aime ce village typique qui me rappelle le village de Rivedoux un peu, où la flotte en raie, avec mon grand-père. J'aime ces gens généreux comme Thierry ou Didier qui sont toujours là. Sympathiques, voilà, plus les pêcheurs. Moi là-bas, j'ai des pêcheurs qui sont là et qui sont fantastiques. Mais non, il y a plein de belles tables, plein de belles tables merveilleuses sur notre territoire. Mais comme on va être fermé le mardi, maintenant, je vais avoir l'occasion je pourrais répondre à votre question. Je vais avoir l'occasion d'y aller tranquillement. Vous réouvrez donc le 9 juin, Alexandre Madia. Donc le restaurant c'est AM, c'est rue Roca à Marseille. Il est déjà possible de réserver. Oui, les réservations sont ouvertes. Et ben on a hâte de pouvoir retrouver votre table. C'est vrai que c'est un peu cher, c'est un 3 étoiles, mais c'est un voyage merveilleux, inoubliable, que l'on peut s'offrir une fois dans la vie, je pense. Même plus. On va dire à minima. Au moins une fois. Au moins une fois, c'est ce que je voulais dire. Merci Olga. Merci beaucoup Olga, merci infiniment. Merci pour votre invitation, merci beaucoup. Pour participer à la grande interview, à bientôt.